On l'a vu, le droit international des affaires, c'est fondamentalement du droit national, c'est-à-dire un choix de droit national. Et la question suivante, c'est, mais si c'est un choix de droit national, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rivalité entre pays? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un marché du droit sur lequel les pays seraient amenés à se concurrencer les uns et les autres pour attirer les flux d'affaires internationaux? Alors ce marché du droit, on va en parler aujourd'hui. D'abord, de quel catalogue parle-t-on? Eh bien, on parle au moins de 193 produits, puisqu'il y a 193 États membres des Nations Unies, auxquels on pourrait rajouter les 4 autres qui ne sont pas membres, mais qui sont reconnus, Vatican, Palestine. Mais 193, c'est en réalité un chiffre qui est assez limité, parce que je pourrais aussi bien dire que les États-Unis, ce n'est pas un droit, mais 50 droits. Et je pourrais imaginer que chaque État fédéral, c'est autant de droits que d'États fédérés. Mais on va faire simple aujourd'hui, on va rester sur les 193 droits des 193 États membres. On va dire qu'un État, un droit. Ça fait quand même pas mal de droits, et donc pas mal de choix. En fait, cette hétérogénéité, elle est plus limitée qu'il semblerait, tout simplement parce que la grande diversité des droits ne correspond pas à une grande diversité culturelle, en particulier en droit international des affaires. Ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, il y a énormément de convergences. D'abord, et il y a cette fameuse dichotomie que vous connaissez tous, entre d'une part ce qu'on appelle les systèmes dits de civil law et d'autre part les systèmes dits de common law. Alors c'est quoi ces systèmes anglo-saxons par opposition à ces systèmes de droit dits européens continentaux? C'est très simple en réalité. Un droit dit de civil law, c'est-à-dire un droit français, allemand, d'origine européenne, d'accord, européenne continentale, j'entends, c'est un droit que l'on pourrait qualifier de top-down. Concrètement, vous avez un Parlement qui est là, qui vote une loi, et puis vous aurez un gouvernement qui va passer des décrets d'application, donc qui vont expliciter le texte. Et puis au cas par cas, vous allez avoir des juges qui vont dire, eh bien cette règle, dans tel cas, ça veut dire ça, dans tel autre cas, ça veut dire ça, et ainsi de suite. Donc finalement, un système dit de civil law, c'est un système top-down, une loi, des décrets et des juges. Un système de common law, c'est un système qui fonctionne à l'inverse d'un système de civil law, c'est-à-dire que tout commence par des décisions judiciaires. Donc vous avez un juge qui va dire, ben, dans tel cas, ça veut dire ça, et puis compte tenu de ce que tel autre juge a dit dans tel autre cas, mais cas qui est tout de même analogue, ça veut dire la même chose, donc ça veut dire ça, et ainsi de suite. Donc vous avez d'abord de la jurisprudence, et cette jurisprudence, petit à petit, donne lieu à l'émergence de règles, et ces règles, parfois, c'est le cas des États-Unis, par exemple, sont codifiées. Et aux États-Unis, on a abouti à ce qu'on appelle un code de commerce uniforme, d'accord, qui est la synthèse de toutes ces règles d'origine jurisprudentielle. Donc, un système dit de civil law, c'est un système qui ressemble à ça, si vous voulez, dont l'arborescence ressemble à ça. Un système dit de common law, c'est un système qui ressemble à ça. Mais un système juridique, c'est tout. Donc, à l'arrivée, la différence procédurale est considérable, mais les règles proprement dites ne varient pas nécessairement. Aux États-Unis, on a un common law, en France, on est en civil law, maintenant on roule à droite aux États-Unis, on roule à droite en France. Donc est-ce que les États-Unis sont plus proches du droit anglais ou du droit français? Ben, sur cette règle particulière, les États-Unis sont plus proches de la France. Donc il faut faire attention. Il y a en réalité peu de réponses pour chaque question, parce qu'il y a beau y avoir 193 États, il n'y a qu'une façon de rouler à droite ou à gauche. Donc finalement, peu de réponses pour beaucoup de questions, donc de fortes convergences. On sera amené plus tard à voir à quel point il existe en fait une forme d'espéranto en droit des affaires. Il y a des façons de faire que l'on retrouve absolument partout. Mais pour ce qui est du choix de loi, on est amené à choisir un droit national, et ce droit national parfois comporte des spécificités, parfois pas nécessairement, c'est simplement un droit dont on est plus familier. Donc, en fait, la question est de savoir s'il y a des droits plus performants que d'autres. Et sur ce sujet-là, il y a beaucoup de façons de regarder la question. La première, c'est un hit parade
qui a été élaboré par la Banque mondiale qui s'appelle Doing Business. Doing Business, vous pourrez aller voir, vous tapez Doing Business sur Google, vous allez tomber sur un site qui vous donne le classement des droits en disant ce droit est meilleur que cet autre droit. Donc tout en haut, vous allez trouver des droits comme Singapour, et tout en bas, vous allez trouver des droits comme le droit afghan, le droit d'État défaillant, d'accord, le droit afghan, le droit syrien aujourd'hui ne doit pas être très bien placé dans le classement, et ainsi de suite. Donc, ce système, il repose sur des critères qui, lorsque ils ont été élaborés, ont fait hurler la France, tout simplement parce que la France s'est retrouvée à caracoler quelque part à la 37e place, me semble-t-il, entre la Jamaïque et Kiribati, si je me souviens bien. Donc, on peut discuter de ces critères, et d'autant que ces critères sont souvent des critères d'investisseurs. Ces critères du style, lorsque je mets $1 dans un pays, combien d'étapes me faut-il pour récupérer mon dollar? Eh bien, si c'est ça le critère, ça veut dire que lorsque, comme en France, on a un droit du travail qui est assez solide, ben, il est un peu plus difficile de récupérer son dollar parce qu'il est un peu plus difficile de fermer une usine. Donc, du coup, la France perd des places dans le classement. Et c'est ce qui a rendu la France nerveuse au moment où ce classement a été publié. Donc ce hit parade, évidemment, est critiquable. Il y a d'autres façons de regarder la performance d'un droit. Ça peut être, et je pense que l'État le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est le Delaware. Si vous prenez les 50 États américains, un État attire plus d'entreprises que les autres, c'est le Delaware. Alors, où est le Delaware sur la carte américaine? Peu de gens, en réalité, sont capables de placer cet État parce que c'est un État pygmée qui est accroché quelque part. Si vous regardez bien, vous verrez quelque part entre New Jersey et Pennsylvanie, vous verrez le Delaware. C'est un grand club de golf en taille, enfin un grand cours de golf, pardon, en taille, le Delaware. C'est rien, et pourtant c'est là que vous allez trouver le siège des plus grandes entreprises américaines. Pourquoi? Parce que le Delaware a réussi à mettre en place un droit très performant. Droit très performant du point de vue des dirigeants, c'est une longue histoire dans laquelle je ne rentrerai pas, mais ce qui est important, c'est de savoir que le Delaware a été largement imité depuis, et pourtant peu d'entreprises ont quitté le Delaware. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le Delaware a la particularité d'être petit. Et un petit État, c'est peu de juges et peu d'avocats, ce qui veut dire que lorsqu'une question se pose, il est très probable qu'un juge a vocation à être le même, à trancher le même différend, et il y a même une chance qu'en face de lui, il ait les mêmes avocats. Ça veut dire que, au fond, le droit du Delaware, d'une certaine façon, est plus prévisible que les autres. Et ce qui fait que le droit du Delaware est supérieur à beaucoup de droits américains, c'est qu'il est plus prévisible. Le critère de prévisibilité est absolument central en droit international des affaires et en droit des affaires d'une façon générale, parce que ce qui importe, ce n'est pas tant ce que dit le droit. Le droit est souvent un droit dit d'application supplétive, c'est-à-dire que la règle est applicable par défaut. Ce qui compte, c'est de savoir où l'on va. Donc un droit qui annonce où il va et qui va effectivement est un droit supérieur du point de vue des praticiens du droit des affaires. La conclusion, elle est très simple. Il y a en réalité deux marchés du droit. Le premier marché, c'est le marché des droits performants. Venez chez moi parce que chez moi, le droit est de grande qualité. Les juges sont de grande qualité. Si vous investissez $1 chez moi, il sera protégé. Vous êtes sûr de pouvoir le récupérer. Et chez moi, tout est garanti, tout est annoncé et tout est appliqué. Ça, c'est un marché du droit. Puis il y en a un autre à côté. C'est le marché qui consiste à offrir rien. Venez chez moi, vous pourrez polluer autant que vous voulez. Vous voulez employer des enfants dans vos usines, pas de problème, il n'y a pas ou peu de droit du travail. Et de toute manière, ces questions-là sont secondaires chez moi. Et de toute manière, le juge qui sera amené à trancher ce différend sera très probablement indulgent si vous trouvez les bons arguments pour le convaincre. Ces deux marchés du droit sont deux marchés qui cohabitent. Une multinationale, elle s'approvisionne sur les deux. Son siège social, il y a de bonnes chances que vous le trouviez quelque part en Suisse ou à Singapour. Et ces usines, il y a de bonnes chances que vous les trouviez quelque part au Nigeria ou au Pakistan. Donc finalement, vous trouverez deux marchés qui cohabitent, le marché du pire et le marché du meilleur. Et en fait, la plupart des droits du monde sont quelque part entre les deux. Ce sont des droits qui essaient de sortir de l'un pour aller dans l'autre. Et tant qu'ils seront dans ce processus d'amélioration du droit, eh bien, ils ne seront pas sur le marché du droit parce qu'ils n'intéresseront personne. Je vous remercie.